Bonsoir à tous et bienvenue dans Audition publique sur LCP et Public Sénat. Très heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour 1 heure d'émission. L'actualité est chargée puisque nous sommes à moins de 15 jours du premier tour des élections législatives. La campagne officielle s'ouvre ce lundi pour le premier tour qui se tiendra le 12 juin prochain. Mais l'actualité, ce sont aussi ces scènes de chaos au Stade de France samedi soir qui font réagir les oppositions. On va essayer d'y voir plus clair sur les dysfonctionnements, sur les responsabilités aussi. On va parler de l'Ukraine alors qu'un journaliste a été tué aujourd'hui, on l'a appris tout à l'heure, alors qu'également Catherine Colonna a effectué sa première visite en tant que ministre des Affaires étrangères à Kiev. Première visite aussi d'un représentant français sur place. Dans un quart d'heure, Tam Tranui et Clément Méric nous rejoindront pour interroger notre invité sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, sur le gel des loyers ou encore la pénurie de main-d'œuvre. Et puis enfin, notre partenaire Le Figaro sera bien représenté avec Vincent Roux qui sera en duplex dans quelques instants. Et bien sûr, Yves Tréhard à la fin de cette émission. Pour parler de tous ces thèmes, nous recevons Patrick Mignola. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe Modem, ici à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en titre, le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff a été tué aujourd'hui en Ukraine par un éclat d'obus alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire. Emmanuel Macron a redit le soutien inconditionnel de la France aux journalistes qui font le difficile métier d'informer sur des théâtres de guerre. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, a condamné un double crime qui vise un convoi humanitaire et un journaliste. C'est un crime de guerre, Patrick Mignola ? Sans aucun doute. Et moi, je pense d'abord à sa famille, à ses proches, je pense à sa rédaction, BFM, et puis à tous les journalistes. Parce qu'on ne dit jamais assez que pour nous informer, parce que nous ne connaîtrions pas les crimes de guerre, nous ne connaîtrions pas ce qu'est la situation sur le terrain. On ne pourrait pas se faire notre propre opinion. C'est-à-dire s'il n'y avait pas des journalistes comme lui, comme tous les autres aujourd'hui qui symbolisent, on serait dans la situation du peuple russe qui ne sait pas ce qui se passe dans son propre pays. Mais est-ce qu'on peut encore envoyer des journalistes en Ukraine ? Je crois qu'on doit. Je crois qu'on doit. C'est très difficile, et c'est leur choix personnel. Mais il est impératif qu'on ne puisse pas mentir aux populations. Et les seuls qui nous préservent du mensonge, ce sont les journalistes. Donc il faut simplement lui rendre hommage aujourd'hui. Il faut une enquête ? Il faut évidemment une enquête internationale. Et il faut savoir pourquoi, alors qu'il était dans un bus de civils, il faut rappeler ça, il a pris un éclat d'obus. Ça veut dire que ce bus qui avait des civils, qui fuyaient pour des raisons humanitaires, un endroit où il ne pouvait plus rester sur le territoire ukrainien, ça veut dire que ce bus a été bombardé. Et donc c'est un élément de plus des horreurs qui sont commises par l'armée russe en Ukraine. Catherine Colonna, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, était à Kiev aujourd'hui où elle a rencontré Volodymyr Zelensky. Elle y va pour apporter le soutien évidemment du peuple français au peuple ukrainien. Pourquoi le président français Emmanuel Macron ne se rend pas à Kiev ? Il a été invité plusieurs fois déjà. Alors je vais vous dire ce que j'en pense personnellement, parce qu'évidemment ça ne fait pas partie de mes prérogatives ni de mes compétences comme simplement parlementaire. Moi, je crois que le président de la République devra un jour aller à Kiev pour finaliser une négociation. Et je comprends bien qu'il y a une sorte de frustration des populations occidentales et des médias qui ont du mal à imaginer qu'on est sans doute face à une guerre longue. Or, c'est ce qui va se passer. Et donc, il faut qu'on poursuive la ligne qui a été fixée par le président de la République, qui est à la fois une ligne de dialogue et de sanctions avec la Russie. Il faut d'ailleurs qu'on continue à rechercher dans les jours qui viennent une solution à l'échelle européenne pour qu'on ne continue pas à acheter du pétrole russe et donc indirectement à financer la guerre. Parce que la Hongrie a bloqué aujourd'hui l'embargo sur le pétrole russe. Une réunion s'est tenue à Bruxelles. Avec la Hongrie, comment on peut trouver néanmoins une position européenne. C'est les limites finalement de l'action de l'Union européenne ? En tout cas, tout ça posera des questions institutionnelles dans les années qui viennent, notamment sur la règle de majorité et la règle d'unanimité à l'échelle de l'Union européenne. Ça menace la cohésion, finalement, de l'Union européenne, cette guerre en Ukraine. Là, on atteint un peu les limites. La règle de l'unanimité menace la capacité d'action politique de l'Union. Et si, comme je le pense, nous vivons dans un monde de plus en plus incertain et de plus en plus dangereux, nous avons besoin demain d'avoir une souveraineté stratégique, militaire, économique à l'échelle de l'Union européenne.
la règle de l'unanimité ne pourra pas s'appliquer. Alors attention, quand on remet en cause la règle de l'unanimité, ça signifie que c'est y compris la parole de la France qui parfois pourrait être contredite par une règle majoritaire. Mais je crois qu'il faut accepter ça parce que désormais, on a besoin de protéger à nouveau le territoire européen. Et pour terminer ce que nous disions sur l'Ukraine, je crois qu'il faut qu'on continue, et c'est tout le sens de la présence de Catherine Colonna sur le terrain, il faut qu'on continue aussi une ligne de soutien et de financement à l'Ukraine, parce que nous serons dans une guerre longue, et qu'il faut que l'Ukraine puisse continuer de se défendre. Alors la diplomatie continue. En attendant, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont demandé ce week-end à Vladimir Poutine d'entamer des négociations directes et sérieuses avec Volodymyr Zelensky. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine va s'arrêter s'il n'a pas remporté au moins une victoire, et peut-être dans le Donbass? Ce que je pense ne compte pas. Ce que je crois, ce que j'espère, c'est que Emmanuel Macron, qui je crois était un très bon représentant de l'Union européenne depuis le début de cette guerre, va poursuivre et amplifier les efforts. Il y a probablement un argument que pourra entendre Vladimir Poutine, c'est si l'Europe est capable de se mettre d'accord pour arrêter d'acheter du pétrole russe. Je sais que c'est un effort qui est plus important dans d'autres pays qu'en France, puisque nous sommes beaucoup moins dépendants du pétrole, parce que nous avons du nucléaire et que nous avons beaucoup d'hydroélectricité. C'est un effort très important que nous demandons à nos partenaires allemands, qui eux ont renoncé au nucléaire et donc sont très dépendants du pétrole russe. C'est un effort très important qu'on demande aux Italiens, qui ont eu une augmentation de 70% de leur prix de l'énergie. 70% du prix de l'énergie. Et on va reparler des tarifs de l'électricité tout à l'heure. C'est la seule manière de faire. C'est la seule sanction qui peut permettre de stopper Vladimir Poutine. Je crois que pour que les armes cessent, il faut que les portefeuilles s'assèchent. On va passer à une autre actualité avec cette réunion ministérielle qui s'est tenue en urgence ce matin pour cerner les dysfonctionnements au Stade de France. Je vous rappelle, la finale de la Ligue des Champions a été perturbée samedi soir. De nombreux supporters n'ont pu accéder au stade en raison d'un trafic de 30 à 40 000 faux billets qui a bloqué temporairement l'entrée du Stade de France à Saint-Denis. La ministre des Sports et Gérald Darmanin se sont exprimés à l'issue de cette conférence de presse. Il s'agit principalement d'une mauvaise gestion des supporters britanniques munis en partie de faux billets qui a provoqué ces débordements. Est-ce qu'on peut uniquement reporter la faute sur les supporters britanniques ? Si je peux vous faire une confidence, j'étais très en colère hier soir sur ce sujet, parce que, alors qu'on a donné une très mauvaise image de la France et de ses capacités d'organisation, d'aucuns essayaient de reporter la faute les uns sur les autres. Or, ce n'est pas des coupables qu'il faut trouver, c'est des solutions. Ou ce n'est pas se dédouaner qu'il faut essayer de Il faut comprendre les responsabilités aussi. Il faut comprendre les responsabilités des uns et des autres, sauf que chacun les connaît. Il y a eu une grève d'un RER qui a déjà mis tout le monde en difficulté. Il faudra en tirer les conséquences pour les événements à venir. Il faut que le dialogue social vive au sein de la RATP, au sein de la SNCF, parce qu'on voit bien qu'on aurait pu avoir des morts hier soir. C'est ça qui aurait pu arriver. Au-delà même de l'image de la France, il y aurait pu y avoir des morts sur le terrain. Ensuite, il y a le premier filtrage qui n'a pas pu fonctionner, et pour cause, puisque tout le monde arrivait en même temps, en tout cas par les mêmes cheminements. Ensuite, il y a eu effectivement ce problème de billets, puisque l'UEFA a accepté qu'il y ait des billets papier au lieu d'avoir des billets seulement électroniques qui sont moins falsifiables. Et enfin, il y a eu de la délinquance qui, voyant le désordre généralisé, on a eu des délinquants venus des cités. Marine Le Pen a accusé des bandes de voyous de Seine-Saint-Denis d'être à l'origine de ces débordements et débordements. Éric Zemmour dénonce les racailles aussi du département de Seine-Saint-Denis. Alors qui est en cause ? Non mais chacun essaye de projeter ses propres obsessions dans le sujet. Moi je pense qu'il faut trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement a bien fait de convoquer une réunion en urgence et mettant tout le monde autour de la table. On n'a pas vu arriver les hordes du grand remplacement. Sur le terrain, là, à côté du Stade de France. On a vu, comme d'habitude, 200 à 300 jeunes délinquants venir, puisque voyant le désordre, ils se sont dit que c'était l'occasion de, ici, piquer un portable, ici, piquer un billet. Mais on connaît ça, malheureusement, presque tous les dimanches en France. Dans les matchs de village, vous en avez 2 ou 3 délinquants qui embêtent tout le monde. Et puis, dans les matchs de niveau régional, vous en avez 30. Et puis dans les matchs de niveau national ou international comme hier, vous en avez 300. Dans ce cas-là, la police sait répondre, parce que nous avons réglé cette question depuis désormais plusieurs années. On sait les appréhender et on sait ensuite les amener devant les juges. Si faire une incidente de ce point de vue-là, c'est mieux dans ce cas-là de les condamner, notamment à de l'éloignement des stades et des enceintes sportives, plutôt qu'à des stages de citoyenneté. Je ferme la parenthèse. Mais nous savons gérer ça. Et en l'occurrence, la police a eu du mal à le gérer parce que, effectivement, auparavant,
l'ensemble des filtrages n'avait pas fonctionné. Justement, question sur la police. Est-ce qu'il n'y a pas là un déni du gouvernement sur les responsabilités policières? Jean-Luc Mélenchon a mis en cause la doctrine de l'emploi de la police, alors que des centaines de supporters ont été gazés. À la une de la presse britannique, un enfant de 9 ans a été gazé, des familles étaient là, il y a eu des matraques aussi sur des personnes qui étaient en terrasse. Oui, mais vous venez de résumer en quelques phrases la vie politique française d'aujourd'hui. Madame Le Pen et Monsieur Zemmour expliquent que tout ça c'est la faute des racailles, et Monsieur Mélenchon explique que tout ça c'est la faute de la police. Moi je dis, et c'est la position du gouvernement, et je le soutiens en cela, que face à un problème, on regarde d'où sont venus les désordres, comment on les règle, et comment ça ne se reproduit pas. Là, on voit bien qu'il y a eu une accumulation de 4 ou 5 désordres pour conduire à quelque chose qui aurait pu être une catastrophe. Mais pardon, est-ce qu'il n'y avait pas un problème de sous-effectif ou de sous-anticipation? On voit qu'il y a eu 30 à 40 000 faux billets, ou un problème dans les services de renseignement territoriaux. Il n'y a pas des failles de ce côté-là? Il y avait 6 000 policiers, alors qu'habituellement, ils sont 1 200 autour du Stade de France. Donc je pense que c'était suffisamment dimensionné. Mais évidemment, ils ont été dépassés par le fait que le premier filtrage n'a pas pu se faire dans de bonnes conditions et que personne ne s'attendait à ce que les 40 000 Anglais qui venaient, en plus des supporters munis de billets, allaient aussi venir aux abords du Stade de France. Alors, vous le savez, c'est l'ouverture de la campagne officielle aujourd'hui pour les élections législatives et le premier tour qui se tiendra le 12 juin prochain. On a beaucoup entendu Jean-Luc Mélenchon dire qu'il serait Premier ministre. Élysée Moix a-t-il dit déjà entre les 2 tours de l'élection présidentielle? Il faudra qu'il soit candidat. Voilà, la majorité fait profil bas. Est-ce que vous ne manquez pas un peu d'élan pour ces élections? Écoutez, je ne crois pas. En tout cas, on n'a effectivement pas les mêmes formes de vocifération que Jean-Luc Mélenchon. Pour autant, le président de la République a fixé une ligne d'ambition. Et tout le travail de la majorité, c'est de la porter sur le terrain pour espérer pouvoir la porter ensuite à l'Assemblée nationale. Quel est l'enjeu? Il est presque aussi important qu'au lendemain de la crise de 29. Ce qu'a proposé Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle, je crois qu'on ne l'a pas suffisamment souligné, c'est l'équivalent du New Deal de Roosevelt. Ce que nous avons fait pendant la crise, en soutenant l'économie, ce que nous avons fait au lendemain de la crise avec le plan de soutien à l'économie, ce que nous faisons avec France 2030, la relocalisation industrielle, les investissements en matière écologique. Est-ce que là, nous proposons en matière de pouvoir d'achat, aussi bien pour les retraités que pour la fonction publique, que pour les minima sociaux, que pour les salariés du privé, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de société. Et donc c'est ça qu'il nous faut porter sur le terrain. Alors c'est peut-être moins spectaculaire que le mariage forcé ou l'alliage contre nature qu'a essayé de mettre en place Jean-Luc Mélenchon, mais on sait que tout ça de toute façon c'est des unions à durée déterminée. Demain, aux responsabilités, il faudra répondre aux inquiétudes des Français, on l'a évoqué avec l'Ukraine, mais dans une société qui va devenir celle du plein emploi, ça va être notre combat de tous les jours. Et celle de l'inflation, il faut qu'on apporte des réponses pour l'avenir. Mais vous pensez que vraiment, avec les réponses... Jean-Luc Mélenchon bouge un peu plus. Moi, j'ai le sentiment qu'il apporte des réponses à des questions du passé. Vous pensez que ce sera un vote d'amplification, comme en 2017, pour la majorité? Moi, je pense que ce sera un vote très différent de 2017. En 2017, c'était un peu comme en 2012 en faveur de François Hollande ou en 2007 en faveur de Nicolas Sarkozy. C'était effectivement un vote... de réplique au sens tectonique du terme. Là, je ne crois pas que ce soit le cas. On a un président de la République qui a été réélu, mais il n'a pas été réélu seulement pour lui-même. Il a été réélu parce que la société et le monde étaient en train de changer. Il l'a redit d'ailleurs très bien lors de sa cérémonie d'investiture. C'est pas lui qui a changé, c'est pas nous qui avons changé, c'est le monde qui a changé. Et que la France a changé également. Quand on se retrouve, parce qu'on a vaincu le chômage de masse, vous avez vu, plus personne ne parle du chômage dans cette élection. On a vécu le chômage de masse, on va aller vers la société du plein emploi. On se retrouve dans une grave crise économique. Dans une forme de démondialisation. Mais c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites sur la reprise économique. Il y a une forte reprise économique au lendemain, et puis aujourd'hui dans une forme de démondialisation, parce qu'à la fois la crise sanitaire et la crise ukrainienne ont ralenti les échanges internationaux. Et donc on va se trouver dans cette société où on a à la fois une faible croissance et beaucoup d'inflation. Et donc la question du partage de la valeur pour augmenter les salaires pour s'adapter à l'inflation.
C'est un changement de doctrine économique majeur. Et on va en parler dans un tout petit instant parce qu'on va reparler du pouvoir d'achat avec Tam Tranui et Clément Méric. On n'est plus dans un débat politique, on est dans un débat de société. Ça va être ça l'enjeu des élections législatives. Alors Patrick Mignola, je vous propose qu'on prenne la direction du Figaro pour retrouver notre partenaire et Vincent Roux qui est en duplex. Bonsoir Vincent, vous êtes en duplex de la rédaction du Figaro Live et vous aviez une question sur le pass vaccinal pour notre invité. Oui, puisqu'on parle des débats, des questions de société, Patrick Mignola, il y a une question de société qui a été soulevée finalement il y a quelques semaines, il y a quelques mois, par un de vos collègues à l'Assemblée de la majorité présidentielle, même s'il est LREM, c'est Julien Borowicz, qui avait déclaré « Je ne vois pas comment on peut maintenir le pass vaccinal au-delà du 31 juillet 2022. 31 juillet 2022, parce que c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire qui a été voté au mois de janvier dernier. » Quelle est votre position? Quelle sera la position du MoDem à ce moment-là? Est-ce qu'il faut prolonger l'état d'urgence sanitaire? Est-ce qu'il faut prolonger le pass vaccinal, selon vous? Vous savez qu'on a eu à s'exprimer à plusieurs reprises sur les questions de délai, et notamment le groupe que je préside, le groupe MoDem, a été très sourcilleux sur la question de la fixation de ces dates. Moi, je pense que le 31 juillet est une bonne date. D'ici là, il n'y a que 3 choses qui doivent présider à notre réflexion. La science, la science, la science. Ça veut dire la quoi? science, quel sera le niveau pandémique dans la société? Est-ce que demain, on ne peut pas imaginer qu'on aura un nouveau variant et donc qui sera absolument nécessaire, en particulier pour les plus fragiles dans la société? On a déjà annoncé qu'à l'automne, il faudrait vacciner les plus fragiles. Cette vaccination, exactement. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à ça. Vous savez, si demain, grâce à la vaccination, il y a moins de complications sanitaires, tant mieux. Mais du coup, est-ce que ça nécessite, comme le disait Vincent, de prolonger l'état d'urgence sanitaire? Mais comme je vous le dis, par préférence, par choix politique, par engagement du groupe MoDem, nous voulons éviter tous les régimes d'exception qui sont privatifs de liberté publique. Mais moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, ce que sera la situation sanitaire au 31 juillet. Parce que sinon, je vous mens et je fais de la démagogie et je dis à tous ceux qui n'aiment pas le pass vaccinal qu'on va l'enlever, et ce n'est pas ma responsabilité. Vincent? Quel sera le curseur? Alors, à quel niveau? Le curseur, c'est comme on l'a fait depuis le début de la pandémie, et vous savez à quel point ça a été difficile parfois de prendre des décisions de cet ordre-là, qui étaient privatives de liberté publique. C'est le niveau pandémique, c'est l'avis de la Haute Autorité de Santé, c'est avec comme horizon principal, ultime, obligatoire, la protection des plus fragiles dans le pays. Et à partir de là, si au 31 juillet on a la possibilité de lever l'état d'urgence sanitaire, évidemment on le lèvera. La décision, vous la prenez quand ? Puisque c'est le 31 juillet, la deadline. De toute façon, on aura à prendre une décision dans les 3 semaines qui précèdent. J'invite donc d'ailleurs à bien observer ce que pourrait être une majorité à l'Assemblée nationale qui a été plus qu'ambiguë. S'il s'agissait de NUPES et de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon sur les questions du pass vaccinal. Entendu. Merci Vincent Roux, vous avez eu votre réponse. Merci à vous. Tam Tranui pour Public Sénat et Clément Méric d'LCP nous ont rejoints sur ce plateau. Et c'est vous, Tam, qui commencez à interroger Patrick Mignola sur les mesures de pouvoir d'achat. Et oui, bonsoir Patrick Mignola. Effectivement, vous avez commencé à parler du pouvoir d'achat. C'est la première priorité des Français pendant la campagne présidentielle, pendant cette campagne des législatives. On connaît beaucoup des mesures du paquet du pouvoir d'achat qui va être présenté. Alors pourquoi attendre après les législatives pour les présenter justement ces mesures en Conseil des ministres? Parce qu'il faut savoir expliquer aux Français que ces mesures coûteront de l'argent. Vous avez raison, au fond, ça pourrait être réglementaire, c'est pas seulement du législatif, mais il y a aussi du budgétaire. Et il faudra qu'au même moment que nous présentons les mesures de pouvoir d'achat, nous présentions une rectification du budget pour qu'on ne mente pas aux Français. Mais si on avait quand même ces mesures de façon beaucoup plus claire aujourd'hui, ne serait-ce pas beaucoup plus simple pour vous de faire campagne sur toutes ces mesures qui sont je pense populaires pour les Français? Elles sont extrêmement claires. D'abord, vous ne voulez pas avoir le débat avec les oppositions maintenant? On ne prend pas de mesures seulement pour être populaire, on prend des mesures parce que c'est nécessaire. Le président de la République lui-même a été très clair pendant la campagne présidentielle. On indexe les pensions de retraite sur l'inflation. On débloque le point d'indice de la fonction publique pour s'adapter aussi à l'inflation. Conséquemment, on le fait aussi pour les minima sociaux parce que ce sont les personnes les plus fragiles dans la société qui souffrent de l'inflation aujourd'hui. Et on triple la prime pouvoir d'achat pour que les salariés du privé puissent
partout où c'est possible dans les entreprises privées, accompagner aussi l'échelle de l'inflation. Alors vous dites, tout est connu. Mais immédiatement, on reboucle ça, et c'est là que c'est très important, par de grandes lois à passer pendant l'été sur la participation, l'intéressement, l'actionnariat salarié. Ça, ce sera dans le projet de loi ? Parce qu'il n'est pas possible... Non, ce sera une deuxième loi, parce que ça, il faut qu'on le fasse dans le cadre d'une deuxième loi. La première loi, elle est d'urgence, tripler la prime Macron. Et ensuite, il faut que dans toutes les entreprises, on facilite un meilleur partage de la valeur. Vous savez bien que depuis 20 ans, on a plus rémunéré le capital que le travail dans notre pays. Donc ce que vous nous dites, c'est que l'intéressement, la participation, ça se décide par une loi dès le mois de juillet. Exactement, pour faciliter un meilleur partage de la valeur. C'est très important. Je rappelais tout à l'heure qu'on allait dans une société de l'inflation, mais d'une croissance plus faible que celle qu'on attendait. Et donc la question d'un meilleur partage de la valeur, ou quand une entreprise donne un dividende à un actionnaire, elle donne aussi un dividende à un salarié, c'est fondamental aussi en termes de projet de société. Justement, sur l'inflation, il y a donc une inflation notamment des distributeurs alimentaires. Ça va augmenter de 8%. Vous dites que tout est très clair sur ce texte. Le montant du chèque alimentation, ça on le connaît ? Non, justement, ils sont en train de le regarder. Et pourquoi ? Donc on ne le connaît pas. Donc ça, c'est pas... À cause de l'inflation ? Tout n'est pas connu. On le connaît pas. À cause de l'inflation qui bouge ? L'inflation au 1er juillet ? Donc c'est pour ça. Donc ça sera indexé sur l'inflation. Il y a des réponses extrêmement simples. Quand vous dites que vous indexez une politique sur l'inflation, c'est un changement énorme. Nos parents, nos grands-parents avaient vécu dans une société de l'inflation. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'avoir une conférence permanente sur les prix et sur les salaires. Vous savez, moi, j'avais appelé à une conférence nationale sur les salaires ouverte au dialogue social avec l'ensemble des syndicats représentatifs dans le pays. C'est extrêmement important. Et il faut qu'on ait le même type d'observation pour s'adapter à l'inflation. Et aujourd'hui, on nous dit, ça peut peut-être être 10% sur l'alimentation. Bon, moi, j'entends certains de nos concurrents qui disent, on va bloquer les prix. Oui, c'est ce que demande la NUPES, Jean-Luc Mélenchon. Mais la NUPES propose de bloquer sur les prix des premières nécessités. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on bloque les prix ? On va créer de la pénurie, on créera encore plus d'inflation. Et qu'est-ce qui va se passer chez la grande distribution ? Moi, je vous le dis d'avance. Ils feront mourir les petits exploitants agricoles. Parce que pour bloquer les prix, mais maintenir ses marges, c'est aux producteurs qu'on le fera payer. C'est Michel-Édouard Leclerc en a rêvé, Jean-Luc Mélenchon veut le faire. Est-ce qu'il va falloir généraliser le chèque alimentation ? Le généraliser, parce que pour l'instant, effectivement, ça sera prévu pour les plus précaires, les plus modestes. Si on arrive à une inflation de 8-10% sur l'alimentation, ça va quand même beaucoup étendre les Français qui en auront besoin. Démagogue sur ces sujets-là. Il faut que ce soit pour les plus précaires et qu'on ouvre très largement pour les classes moyennes. Parce que un des malheurs de notre société, j'allais dire, un des cancers de notre société, c'est la façon dont elle traite ces classes moyennes. Les gens qui travaillent et qui s'en sortent pas. Les gens qui travaillent, qui gagnent toujours trop pour avoir des aides, mais jamais assez pour vivre comme il faut. Donc à combien on peut avoir besoin du chèque alimentation pour vous ? C'est ce que je viens de vous décrire. Même si je voyais bien que mon énumération avait l'air de vous ennuyer un peu, mais pas du tout. Ce que je vous ai dit sur les salaires de la fonction publique, les salariés du privé, les pensions de retraite, si on s'adapte à l'inflation, là, on a toute cette France qui travaille ou qui a travaillé, qui va pouvoir avoir un pouvoir d'achat permettant de s'adapter à l'inflation. En revanche, la question de ceux qui sont tout en bas de l'échelle, c'est complètement différent. Parce qu'une augmentation de 12% du prix des pâtes, de 12% du prix du beurre, de 8% des légumes frais ou des fruits, c'est pas tout à fait la même chose quand vous touchez 880 € par mois et quand vous touchez 2500 € par mois. À 2500 € par mois, il faut qu'on puisse augmenter les salaires. Et c'est ça la vision que nous portons dans la société. C'est-à-dire que globalement, au fur et à mesure que l'inflation augmente, il faut qu'on puisse augmenter les salaires du public et du privé pour s'adapter à l'inflation. Mais en revanche, on sait que l'inflation fait d'abord souffrir les plus fragiles et c'est à ça que sert le chèque alimentation. Après, un mot simplement, il faut que le chèque alimentation permette aussi de faire muter notre appareil agroalimentaire. Et donc, du local, du bio. Du respectueux de l'environnement, de la biodiversité, du bien-être animal, qui évite les polluants, les intrants. Le chèque alimentation,
Ça va en faire des critères. C'est un décret. Pour les plus modestes, ça va compliquer les choses. Mais c'est de l'argent public. Dans le et il projet faut de un loi rendement social de l'argent public. sur le pouvoir d'achat, Patrick Mignola, il y a le bouclier tarifaire. Sur le gaz ou l'électricité. Alors, il va être prolongé jusqu'à la fin de l'année. Oui. Bruno Le Maire a réaffirmé aujourd'hui qu'il n'y aura pas de rattrapage sur la facture d'électricité des Français. Sauf qu'il y a quand même un manque à gagner pour les fournisseurs d'électricité qu'il va falloir compenser. Alors, qui va payer? Et c'est pour ça que je vous dis que parce qu'on essaye de dire la vérité aux Français et qu'on ne va pas raser gratis, il faut qu'au moment où on prolonge le bouclier tarifaire, au moment où on fait le chèque alimentation, il y ait un projet de loi de finances rectificatif pour qu'on inscrive dans ce projet de loi de finances que c'est bien l'État, l'argent public, qui compensera... Enfin, l'État, c'est nous. Ça veut dire que c'est un peu un tour de passe-passe. Ça veut dire... non, c'est pas... Si c'est pas sur la facture des clients d'EDF, c'est sur les impôts payés par les contribuables. Et donc, vous observez que comme on n'augmente pas les impôts, ça voudra dire faire des efforts par ailleurs. Évidemment. Évidemment. Il n'y a pas de magie, il n'y a jamais de miracle en matière budgétaire. Ça veut dire que forcément, on devrait être, si on veut tenir un bon niveau d'équilibre des finances publiques, et qu'on ne fait pas payer la facture aux Français, ni par l'augmentation de l'énergie, ni par l'augmentation des impôts, il faudra que, par ailleurs, en effet, on fasse des efforts, et on fasse notamment... et vous avez des pistes d'économie aujourd'hui? On est obligé de faire du décalage budgétaire sur un certain nombre d'investissements. On voit bien comment ça va se présenter. L'enjeu, en réalité, pour les 2 à 3 exercices budgétaires qui viennent, ça va être l'enjeu du plein emploi. Parce que si on est capable de réussir le plein emploi, et qu'ainsi on ramène plus de ressources fiscales et plus de ressources sociales dans le budget de l'État, on pourra s'en sortir. Parce qu'il n'est évidemment pas question de ne pas tenir notre parole sur le Ségur, de ne pas permettre d'embaucher plus de monde dans le secteur médico-social et dans les EHPAD et dans les maisons de retraite, et qu'on continue avec pas une le travail nouvelle qu'on fait réforme sur de l'école. l'assurance chômage aussi. Oui, bien sûr. Mais ça irait ensemble. Vous savez, sur l'assurance chômage, aujourd'hui, moi, je pense que la Première ministre a raison de temporiser un peu pour discuter avec les syndicats de salariés. Parce qu'on rentre dans une société du plein emploi, on va avoir besoin à nouveau de revoir les règles de l'assurance chômage. Le principe est simple. De durcir les règles, c'est ça que vous voulez dire? Les règles d'assurance chômage, quand la société est en difficulté économique, elles doivent être assouplies. Et en revanche, quand on a une société économique qui va mieux, effectivement, il faut qu'on soit plus exigeant en matière d'assurance chômage. Donc j'ai une vision très simple sur l'assurance chômage. C'est ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, on doit les indemniser plus et plus longtemps. Parce qu'il leur faut plus de temps pour revenir sur le marché de l'emploi. En revanche, ceux qui sont près de l'emploi, qui pourraient retravailler, il n'y a aucune raison qu'ils restent 2 mois ou 3 mois de plus au chômage, alors qu'il y a des besoins dans le BTP, dans l'hôtellerie, dans la restauration. Donc on réduira le temps ou on réduira le montant médico-social pour s'occuper. On réduira le montant de l'allocation ou on réduira le temps seulement? Moi, je crois qu'il y a vraiment une question de temps. Aujourd'hui, des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, parfois, je n'ai pas peur de le dire, même si ce n'est pas populaire, parfois, parce qu'ils sont fragiles, il y a besoin de les indemniser pendant plus de 18 mois. Parce qu'il faut vraiment les faire remonter dans le train de l'insertion dans la société. C'est extrêmement important. On leur doit plus d'accompagnement pour qu'ils aient une 2e chance ou une 3e chance dans la vie. En revanche, celui qui peut travailler, il n'y a aucune raison qu'il attende un peu plus. Et je ne fais pas de caricature, je ne fais pas de démagogie là-dessus. Mais, assez logiquement, si vous pouvez rester 4 mois au chômage, il n'y a pas de raison que vous ne restiez pas 4 mois. Clément. Pour revenir sur le bouclier tarifaire et sur ses conséquences, ça fragilise un peu plus EDF, qui était déjà dans une situation financière très délicate, avec une production d'électricité en forte baisse cette année, avec des surcoûts, des dépassements de coûts sur les EPR. Est-ce que vous êtes favorable à une renationalisation totale d'EDF, peut-être pour l'aider à mener à bien les chantiers des futures centrales nucléaires françaises? Non, vous pouvez éventuellement recapitaliser EDF, mais pas nécessairement renationaliser. On est effectivement dans une situation difficile. Vous le dites? Donc vous n'êtes pas favorable à une renationalisation? Emmanuel Macron avait parlé de renationalisation. Parce que vous avez un élément qui est très important sur EDF, c'est sa capacité d'investissement sur les nouveaux outils nucléaires sur lesquels le président de la République s'est engagé, et les nouveaux outils hydroélectriques. Pour moi qui suis un élu des montagnes, vous voyez bien l'enjeu que les barrages restent sous emprise publique. Voilà, que jamais on puisse les ouvrir à la concurrence et que demain, ce soit des investisseurs étrangers,
qui en détiennent tout ou partie. Ça vaut du que capital. pour les barrages ou aussi pour l'ensemble du renouvelable, l'éolien, le solaire. Il y a une filiale d'EDF qui est rentable. Une des dernières lois dans ce qui a été domaine. votée à l'Assemblée nationale, c'est la loi sur la prolongation du service public de la Compagnie nationale du Rhône. C'est moi qui l'ai portée. Donc voilà, j'espère bien porter exactement le même type de loi sur les barrages. Je crois qu'il faut définir dans tous les métiers d'EDF ce qui relève de l'indépendance stratégique du pays. Et ça doit rester intégralement public et, s'il le faut, nationalisé. Et puis, il y a d'autres métiers qui sont des métiers qui sont ouverts à la concurrence, sur lesquels EDF a des vraies qualités. Vous pensez à quoi ? Il faut qu'il continue. Sur l'exportation d'électricité, sur la distribution d'électricité. Il y a des vraies qualités d'EDF. Il y a aussi des capacités sur la construction de nouvelles centrales. Parce que demain, si vous voulez faire de l'hydrogène vert, il va bien falloir s'appuyer sur des compétences très importantes à l'intérieur d'EDF. Et parfois, ils pourront avoir intérêt à venir sur le marché concurrentiel parce qu'ils remporteront des marchés. Donc ce qu'on comprend en tout cas, recapitalisation oui, renationalisation non. Pas forcément. Pas forcément. En tout cas, sur certains peut-être. métiers, c'est une évidence. Pour moi, le nucléaire, l'hydroélectricité, c'est évidemment public et national. Sur d'autres métiers, ça peut être l'intérêt d'EDF de ne pas le faire. Sur le dégel du point d'indice, Oui. Tam, La CFDT réclame plus de 3%. Et le MoDem, vous voulez combien ? Sur le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Mais non, mais... On dit qu'on s'adapte à l'inflation. On n'est pas dans une compète. Vous voyez, la CFDT donc on demande quand même s'aligne déjà sur le quelque chose. chiffre du mois de quoi ? De juin de mai, de juin. C'est 5,4 en juin, attendu en juin. On s'aligne sur quel chiffre ? Moi, je pense qu'il faut que l'ensemble de la représentation syndicale travaille avec la Première ministre pour déterminer ce que doit être le dégel du point d'indice. Et nous, ensuite, pour le coup, on en tirera les conséquences à l'Assemblée nationale pour mettre les budgets qui vont en face. Mais, vous voyez, à plusieurs reprises, on me pose la question, on se dit, oui, mais c'est quoi le bon chiffre de la revalorisation des retraites ? Et puis, c'est quoi le bon chiffre du déblocage du point d'indice ? Mais le bon chiffre, c'est celui qui s'adapte à l'inflation. Mais c'est quel chiffre de l'inflation ? C'est le chiffre de juin ? C'est quoi ? C'est quel chiffre ? C'est les derniers chiffres de l'inflation ? C'est la moyenne des 6 derniers mois ? Non, mais comment ça se calcule ? Et comment vous faites pour les cadres de catégorie C ? C'est-à-dire ceux qui touchent le moins dans les collectivités locales. Moi, je pense qu'il faut que ce soit supérieur. Donc voilà, en fait, je ne vais pas vous lancer un chiffre, parce que si je vous dis 3%, alors qu'en réalité, il faudrait mettre 4,2, mais en fait, il faudrait plutôt mettre 4,5 ou 4,8 pour les cadres de catégorie C. On n'est pas au Vous dites qu'il faudrait que ce soit pas le même chiffre selon les catégories de fonctionnaires. C'est un New Deal dans la société française. On va vers la société du plein emploi et de l'inflation. Ce qu'a donné comme ambition Emmanuel Macron, c'est un New Deal à la Roosevelt, où on est capable de relancer le pouvoir d'achat, de relancer la relocalisation industrielle dans le pays et la planification énergétique dans des conditions qu'on n'avait jamais vécues. Juste concrètement, c'est pas le même chiffre pour tout le monde ? Mais ça, c'est le travail des syndicats. Laissez travailler les syndicats. Laissez la concertation. Alors. Pour le coup, vous voyez, on n'a pas suffisamment de dialogue social dans ce pays. Et donc, c'est sûrement pas un parlementaire. Moi, je suis très favorable à ce qu'il y ait un bien meilleur dialogue entre le gouvernement et le Parlement. J'ai aucun problème avec ça. Mais en revanche, quand ça concerne les salariés, et en particulier les salariés publics, laissez travailler le gouvernement avec les syndicats. Juste une dernière question sur la réindexation des retraites. Donc, ça va avoir lieu au mois d'août. Est-ce que, s'il y a encore toujours cette inflation, au mois de janvier prochain, il va prévoir une nouvelle hausse des pensions de retraite ? C'est exactement ce que je décrivais tout à l'heure. Quand vous entrez dans une société durablement inflationniste. C'est ce qui, au fond, me fait complètement différer du programme porté par Jean-Luc Mélenchon. Il dit blocage des prix, comme si on était rentré dans un moment inflationniste pour 3 mois ou pour 1 an. En réalité, on va avoir une décennie inflationniste. C'est ça qui est devant nous. Et donc, comme dans les années 50, 60, 70, même le début des années 80, il faut qu'on ait, à période régulière, la capacité d'ajuster toutes les pensions fixes, les pensions de retraite, les minima sociaux. On parlait à l'instant de la fonction publique. C'est exactement ce sujet-là. On a besoin dans ce pays d'avoir une conférence nationale permanente sur les rémunérations. Et l'indexation sur les retraites, c'est toutes les retraites, Patrick Mignola, qui sont concernées ? Parce que la dernière fois, c'était inférieur à 2 000 €. Non, vous savez bien qu'à chaque fois, en fait, on essaye de ne pas adapter les pensions de retraite à celles de Madame Bettencourt. Voilà. Donc ce sera. N'essayez pas de me prendre au piège, Madame Toutes Boucher. les retraites ne seront pas concernées. Voilà. On est bien d'accord. Mais si vous voulez donner de l'argent à Madame Bettencourt, vous pouvez. Hein, Vous êtes Clément Méric. Vous êtes favorable à un meilleur dialogue entre le Parlement et le gouvernement. Est-ce que vous-même, le MoDem, vous avez des mesures en faveur du pouvoir d'achat que vous comptez porter lors du débat parlementaire qui va s'ouvrir dans quelques semaines ?
On a eu une demande particulière, j'en parlais à l'instant, sur les cadres de catégorie C dans la fonction publique. Et je pense en particulier dans la fonction publique territoriale, où on a salué, et à raison, les soignants. On a salué, et à raison, les personnels dans les services fiscaux ou dans les services de sécurité. Je pense qu'on a trop peu pensé aux personnels qui étaient les petits salaires de la fonction publique dans les mairies, et donc, dans les départements. Vous souhaitez porter on souhaite qu'il y ait effectivement un coup de pouce pour eux, parce que forcément, comme je le disais tout à l'heure, quand vous êtes vraiment au bas de l'échelle des salaires, c'est là que vous souffrez le plus des à-coups d'inflation. Et vous êtes en accord avec le reste de la majorité là-dessus? C'est une proposition portée par le MoDem, oui. Et puis après on discutera dans la majorité. On peut avoir des discussions, on peut avoir des exigences, et je crois qu'on a en tout cas plus de cohérence que la NUPES sur notre capacité à gérer l'Assemblée nationale ensemble. Allez, on parle des retraites, Tam. Oui, la retraite à 65 ans, on n'en entend pas beaucoup parler. La concertation va donc commencer seulement en septembre. Est-ce que c'est un dossier que vous ne voulez pas vous traîner pendant la campagne législative, un boulet? Pas du tout. Alors on va en parler, largement. Parce que là, on a l'impression que vous mettez sous le tapis. C'est un peu enterré. Mais non, mais vous voyez bien, il n'y a pas un Français de bonne foi qui imagine, alors qu'on vit 15 ans de plus qu'en 1980, qu'on ne puisse pas discuter d'une réforme des retraites. Ça c'est pas... En 1980, on vivait 15 ans de moins qu'aujourd'hui et on partait à la retraite à 65 ans. Elle est nécessaire, cette réforme, pour équilibrer le système de vous, retraite. Est-ce qu'elle est nécessaire pour équilibrer le système des retraites? C'est nécessaire pour deux choses, et après je vais vous dire comment on peut peut-être travailler un consensus. Elle est nécessaire pour deux choses. Équilibrer le système des retraites, parce que moi je ne veux pas être la première génération de parlementaires qui ne sera pas capable de servir les pensions de nos parents et de nos grands-parents. C'est pas du tout ce que dit le corps. Le conseil, non, mais je sais que vous allez me resservir le corps. Alors moi je vous resserre c'est quand même le conseil d'orientation des retraites. Il se trouve qu'en 2017, quand j'ai été élu pour la première fois comme député, le corps avait dit qu'il n'y avait pas de problème avec le financement des retraites. Puis en 2018, le corps a publié un autre rapport disant qu'il y a un problème de financement des retraites. Donc il y a un problème du corps. Donc si vous voulez bien, moi je vous ai dit deux choses. Non mais il dit n'importe quoi, le corps, pour vous. Vous ne le croyez pas lorsqu'il dit les dépenses de retraite vont baisser à 11% du PIB en 2035, l'un des plus bas niveaux en Europe, puis ensuite ça sera excédentaire. Le corps a dit une chose et l'inverse entre 2017 et 2018. Quand on est député et qu'on doit prendre des décisions dans ce cas-là, c'est pas très facile de s'appuyer sur quelqu'un qui dit une chose et l'inverse en un an. Voilà ce que je dis. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur. Je fais... Alors quoi, il faut dissoudre le corps, en fait. Deuxième chose, si vous voulez bien me laisser terminer, la réforme des retraites, elle est nécessaire pour financer la dépendance. Mais vous avez tous oublié qu'il y avait eu un problème Orpea ? Vous avez tous oublié qu'aujourd'hui on a des difficultés. Mais est-ce que c'est les retraites qui doivent le financer ? De financer la dépendance ? C'est pas les retraites qui financent la dépendance, c'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'aujourd'hui, si vous n'équilibrez pas le régime des retraites, et on sait depuis 1992, corps ou pas corps, depuis Michel Rocard, depuis 1992, on sait qu'entre 2032 et 2035, on aura une difficulté à équilibrer le régime. Tout simplement parce qu'en 1992, on savait quels étaient les bébés qui avaient 20 ans à ce moment-là et qui allaient rentrer sur le marché du travail, j'en fais partie, et on savait quelles étaient les générations qui allaient partir à la retraite. Et donc on sait qu'entre 2032 et 2035, il y aura un problème. Il se trouve que cette Assemblée elle va être élue en 2022 jusqu'en 2027. Si on n'est pas capable de prendre des décisions en 2027 pour un problème dont on sait depuis 30 ans qu'il va arriver en 2032... 64 ou 65 ans, parce que là, on n'y comprend plus rien. Et même Elisabeth Borne a dit il n'y a pas de totem. Et vous savez, on a l'impression qu'elle est prête à reculer même sur cette réforme. Vous savez pourquoi ? C'est parce que ce qui va déterminer l'âge, in fine, c'est les progrès sociaux qu'on veut mettre dans cette réforme. Qu'est-ce qu'on fait en matière de pénibilité ? Qu'est-ce qu'on fait en matière de carrière longue ? Qu'est-ce qu'on fait en matière de formation tout au long de la vie ? Parce que les générations qui rentrent sur le marché du travail, ils vont avoir 3 ou 4 métiers différents et si possible de moins en moins pénibles au cours de leur vie. Qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi des seniors ? Parce que c'est une des grandes difficultés du marché du travail en France. Et enfin, comment on traite la question de la transmission en fin de carrière ou sur les dernières années où on va travailler un peu moins et transmettre un peu plus aux générations qui arrivent sur le marché du travail dans une économie de compétences comme l'est l'économie française. Tout ça, c'est des progrès sociaux très importants. Parce que tout le monde est complètement obsédé sur l'affaire de l'âge. C'est très important l'âge. Savoir si on va partir 18 mois avant ou 18 mois après, dans certains métiers, c'est Emmanuel Macron, c'est très important. C'est pas nous. Mais immédiatement, c'est devenu un totem. Emmanuel Macron, quand il a parlé, vous étiez à sa conférence de presse,
quand il a parlé du sujet de la retraite, il a parlé de tous ces sujets-là. Il a dit comment on remet des progrès sociaux dans la façon de travailler et dans la façon de partir à la retraite. Tous ces progrès sociaux, ils ont un coût. Et alors, on discutera pour financer ces progrès sociaux, qui là, pour le coup, sont directement liés au travail, directement liés à la difficulté du travail, à quel âge on partira. Et Elisabeth Borne a évidemment raison de dire, entre 64 et 65, oui, si on ne veut pas mettre de progrès sociaux, peut-être qu'on dira 64, ça suffit. Si on veut mettre des progrès sociaux, peut-être qu'il faudra aller à 65. Moi, je préfère travailler jusqu'à 65 ans parce que je n'ai pas un métier pénible, mais financer de meilleurs EHPAD pour nos grands-parents et financer des vrais progrès sociaux pour ceux qui sont au bas de l'échelle sociale dans ce pays. D'un mot juste, Olivia Grégoire, le porte-parole du gouvernement, a promis de mener cette réforme sans brutalité. Est-ce que ça veut dire 149.3 à vos yeux? Est-ce que le MoDem s'opposerait à l'utilisation du 49.3 dans le cadre de ce débat? C'est malheureusement pas comme ça, mais vous le savez, M. Méric, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, on peut pas s'opposer à un 49.3. On peut éventuellement. Est-ce que vous pouvez refuser Non, vous pouvez dire que vous allez solidariser du 49.3. Il faut faire une chose. D'abord, c'est se donner le temps de travailler sur tous les progrès sociaux que je viens de lister. Parce que là-dessus, il y a du grain à moudre, comme on le dit parfois dans les discussions avec les syndicats. D'accord, mais si la concertation n'aboutit pas... Ensuite, il faut qu'on prenne nos responsabilités sur un âge. Voilà, on sait qu'il y a une loi qui est en cours, et il faut probablement la modifier, parce que ça, il faut dire la vérité aux Français, il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Ensuite, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas procéder comme on l'avait fait la dernière fois. C'est-à-dire que, comme on avait déposé le texte un peu tard, il n'y avait pas pu avoir de temps législatif programmé, donc tout le monde était parti dans une très grande créativité d'amendements qui n'avaient ni queue ni tête. Moi, j'y suis resté jour et nuit pendant 3 semaines, et pendant 3 semaines... Vous dites qu'on n'arrivera pas à la limite du 49.3. Dans ce pays. On n'arrivera pas jusque-là. C'est comme ça qu'on est arrivé au 49.3. Je pense que là, si on prépare bien la réforme en amont, on n'aura pas besoin d'aller au 49.3. Une question sur la pénurie. Martin Hirsch, aujourd'hui, qui a tiré la sonnette d'alarme. Il manque 1400 infirmiers, rien qu'en Ile-de-France. Il y a aussi Patrick Pelou qui nous dit, déjà, il nous avertit, des services entiers vont fermer cet été, c'est-à-dire demain. Qu'est-ce que vous proposez? Et il en manque d'ailleurs plusieurs centaines. Il en manque déjà, on voit les urgences à Bordeaux qui ferment la nuit. Dans le cadre de ce New Deal dont je parlais tout à l'heure, on doit être capable d'adapter les salaires à l'inflation et aux besoins de la société. Ce que je crois, c'est qu'il faut creuser... Oui, d'ailleurs, j'allais vous répondre maintenant tout de suite. On a besoin de creuser 2 choses. Comment on rémunère mieux les nuits? Comment on rémunère mieux les week-ends? Parce que la question, là, c'est juillet-août. Comment on va passer juillet-août? Avec des soignants qui ont besoin de vacances parce qu'ils ont le droit d'être fatigués, c'est bien légitime. Un certain nombre d'entre eux qui... un peu écœuré de la situation qui vient de se dérouler. Enfin, quand pendant 2 ans on vit une telle crise, c'est difficile. Beaucoup de démissions, effectivement. Ils laissent tomber, ils ont bifurqué. Ceci étant aggravé par, soit dans les grandes villes, les difficultés à se loger parce que les salaires sont trop bas. Malgré le Ségur de la santé, on a encore des salaires qui sont trop bas pour se loger à Paris, par exemple, mais c'est la même chose à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg. Donc quoi, on augmente les salaires, mais on généralise? C'est des salaires ou une prime pour l'été? Vous avez 2 choses à faire. Moi, je crois qu'il y a la question des primes de nuit et des primes de week-end. Et ça, c'est quoi? Par hôpitaux En fait, c'est débloquer un budget spécifique. Ça rentre dans le projet de loi de finances rectificative. La Première ministre, tout à l'heure, devant les parlementaires de la majorité, nous a annoncé qu'elle avait demandé à Brigitte Bourguignon de travailler sur ces sujets. Moi, donc ça peut faire partie du projet de loi de finances rectificative. Exactement. Moi, je pense que dès le mois de juin, la nouvelle majorité qui sortira des urnes, j'espère que les élections nous seront favorables, nous pourrions proposer une augmentation des budgets dans chaque hôpital pour pouvoir augmenter les nuits et les week-ends. Deuxième chose, mieux travailler avec la médecine de ville. Et il faut que ce soit fait beaucoup plus dans la concertation que dans la précipitation, parce que ça a été fait un peu dans la précipitation au cours des derniers jours. La troisième chose, c'est aussi la question des conditions de travail. Parce que croyez bien que il y a aussi à organiser dans les services en faisant confiance au terrain. Il y a à prendre des initiatives pour que les gens se sentent mieux aussi. Parce qu'il y a des endroits où on a augmenté les salaires, on a augmenté les budgets des hôpitaux, où ils peuvent embaucher, ils ont les moyens d'embaucher et embaucher à des bons salaires, mais les gens ne viennent pas parce qu'il y a aussi un problème de conditions de travail. Alors il y a un problème justement. Et c'est la dernière question. Dans d'autres secteurs en France, et notamment dans la restauration, 360 000 emplois non pourvus cet été, annonce l'UMIH, le principal syndicat dans l'hôtellerie. Il est en train de négocier une convention avec la Tunisie pour faire venir des serveurs tunisiens, peut-être dès cet été. Est-ce que vous soutenez cette démarche ou est-ce que ça vous choque? Non, mais
je pense que dans le secteur privé, chacun peut prendre les initiatives qu'il veut. J'aimerais bien qu'aboutisse une négociation de branche dans le domaine de l'hôtellerie, tourisme, restauration. Mais il y a eu un accord, plus 16% d'augmentation de salaire. Au-delà de la négociation sur les salaires. Il y a eu une augmentation de salaire, mais aujourd'hui, la question du statut, des week-ends, des jours d'affilée où on travaille. C'est pareil que les soignants, finalement. Comme il n'y avait jamais eu de négociation salaire. Vous savez, si dans le New Deal budgétaire, financier et salarial dont je parlais tout à l'heure, il peut y avoir aussi un New Deal social. Et que des secteurs d'activité qui n'ont jamais entamé de négociation sur les conditions de travail pouvaient le faire. S'ils doivent trouver des solutions à court terme, qu'ils le fassent. Mais enfin, dans un pays qui a encore 7% de chômeurs, on n'est pas au chômage structurel. Et ces 7%, ce n'est pas tous des feignants. Eh bien, donnez-leur envie de travailler en les payant mieux et en organisant mieux les conditions de travail. Moi, j'avais un grand-père qui était restaurateur. Et quand on ne trouvait pas de salariés, dans les augmentations de salaire, et on organisait mieux les conditions de travail. Merci Tam Tranui, merci Clément Méric d'avoir été avec nous pour interroger Patrick Mignola. Dans un instant, c'est Yves Tréhard qui va nous rejoindre sur ce plateau. Avant ça, une question sur la proportionnelle. On sait que c'est un de vos combats au Modem. Est-ce que vous avez eu un accord ferme cette fois que la proportionnelle se ferait? On se souvient qu'en 2017, ça faisait partie de l'accord de François Bayrou, de son ralliement à Emmanuel Macron. Et puis, on n'a pas eu la proportionnelle. Alors, c'est pour quand? Le président de la République s'est exprimé pendant la campagne présidentielle sur ce sujet. Il l'a dit très clairement, d'ailleurs, dans un événement qui était à Pau, à côté de François Bayrou. Donc je pense que François Bayrou a bien entendu ce qu'il avait dit, en disant que sa préférence personnelle était pour une proportionnelle, d'ailleurs, proportionnelle dite intégrale. Alors pas tout à fait intégrale. C'est que le meilleur projet de proportionnelle, à mes yeux, c'est le projet qui était celui de François Mitterrand en 1986, qui avait d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, dégagé une majorité, RPR-UDF, à l'époque, c'est celui où on a une proportionnelle départementale dans tous les départements de France, avec la même règle, et avec une distribution de sièges à partir de 5%. Moi, je pense que ce serait sage, et même que c'est obligatoire. Mais il faut le faire vite. Parce que si on ne tire pas les conséquences d'élections locales où il y a eu 30% de participation, et d'une élection présidentielle où il y a eu seulement 70% de participation, c'est qu'on n'a pas compris. Oui, mais on se dit ça à chaque élection, donc il faut le faire rapidement, par une loi simple, au lendemain des législatives. Et moi, je prendrai toutes mes responsabilités pour que aboutisse la proportionnelle au cours de cette législature. Je pense que s'il y a bien une personne en France qui est consciente des difficultés de notre démocratie et de la nécessité d'un nouveau pacte civique et social, c'est Emmanuel Macron. Yves Tréhard nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Yves. Bonsoir Brigitte. Vous êtes éditorialiste, directeur adjoint au Figaro et vous vouliez parler des législatives notamment. Oui, on va parler. Mais alors justement, parce que, bonjour Patrick Mignola, mais comme vous êtes parti sur la proportionnelle, je voudrais continuer un tout petit peu, si vous me permettez, sur les institutions, parce que c'était un des grands chantiers du président de la République sortant, réélu, et c'est un chantier qui a été complètement laissé tomber. Il y a une réforme institutionnelle. Est-ce que cette réforme peut avoir lieu dans ce second mandat? La proportionnelle, comme l'a dit Brigitte, c'est une loi simple, mais une réforme où on envisage le référendum d'initiative populaire, citoyenne, où on ajoute quelques mots sur l'écologie dans les premiers articles. Enfin, une vraie réforme qui nécessite peut-être l'usage du référendum. Oui, ce qui était prévu d'ailleurs dans la réforme constitutionnelle qu'on portait et qu'on n'a pas pu faire aboutir dans le mandat précédent. Il y a effectivement les engagements écologiques qui doivent en faire partie. Oui. Il y a un élément important aussi sur l'évolution de l'autorité judiciaire. Oui. Je pense qu'il y a un sujet fondamental, c'est le sujet de la différenciation, parmi ceux que vous n'avez pas cités. Différenciation, c'est l'article 77 et 78. Ça a déjà été voté, la différenciation. Ça a déjà été voté, mais malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de la réforme. Et donc, aujourd'hui, si on lève pas... différenciation, il faut qu'on comprenne, parce que c'est la différenciation des territoires, de la loi, des lois dans les territoires. C'est-à-dire que les fondamentaux, le régalien et les grands équilibres économiques et sociaux doivent rester nationaux, c'est une évidence. Mais souvent dans les collectivités, selon qu'on est en montagne ou selon qu'on est dans le littoral, selon qu'on est en métropole ou selon qu'on est dans des espaces ruraux, l'application de la loi pourrait être un peu différente. C'est fondamental en termes d'application de la loi. Et donc le fait qu'on puisse avancer sur ce sujet institutionnel, ça peut nous permettre des avancées outre-mer, des avancées corse
Et je pense que ça pourra faire la satisfaction de beaucoup de maires, en particulier dans les territoires ruraux, parce que moi j'aimerais bien que dans ce quinquennat, on ne vive pas à nouveau la guerre attisée par les oppositions entre les villes et les campagnes, entre les métropoles et la ruralité. Vous souhaitez donc que cette réforme constitutionnelle ait lieu? Oui. Mais ça, il faut le faire dès le début du quinquennat. Non, ce qu'on doit faire dès le début du quinquennat, c'est les sujets de pouvoir d'achat et c'est les grands chantiers de écologie, école. Par référendum, santé. vous avez dit Voilà. Par référendum. Et ensuite, si on peut le porter à référendum, mais vous savez qu'en matière constitutionnelle, il faut passer par le Sénat. Hein. Autant pour faire un référendum d'initiative citoyenne, le président de la République s'est engagé à abaisser le seuil. Et moi, je suis d'accord avec cette idée. 800 000 citoyens ou 700 000, voilà, Ouais. pour porter un élément à votation, comme on dit en Suisse. Ça fonctionne très bien. Mais pour arriver à soumettre à référendum une réforme institutionnelle, il faut que Assemblée et Sénat votent dans les mêmes termes, article 89 de la Constitution. Aux 2 tiers. Et ensuite, qu'on aille à référendum. D'accord. Aux 2 tiers, la majorité. C'est pas une majorité simple. Oui, que chacun vote, et soit on fait... Le Congrès aux 2 tiers, soit le référendum. Les 2 tiers en Congrès, soit on fait référendum. Voilà. Alors, les législatives, Brigitte en parlait, grand sujet. On en parle nous, mais les Français en parlent très peu d'ailleurs. Hein. Ça commence là. Vous avez du mal à les réveiller, à les intéresser surtout. Hein. Vous avez une 60aine de députés aujourd'hui. Est-ce que vous visez plus de députés dans la nouvelle Assemblée? J'aimerais beaucoup, parce qu'on a 107 candidats qui travaillent sur le terrain en ce moment, et parmi lesquels il y a des jeunes pousses, parmi lesquels il y a des gens qui représentent la chair de la société française. Et j'aimerais beaucoup qu'ils accèdent effectivement à l'Assemblée nationale. Ce qui est important, c'est surtout ce qu'on va faire ensuite. Alors, moi, j'ai confiance dans les candidats qu'on présente au nom de votre objectif, c'est quoi? C'est combien votre objectif? Mais alors, notre objectif, c'est d'avoir déjà une majorité pour la majorité. Parce que les choses sont pas gagnées. Est-ce que vous aurez la majorité absolue d'ailleurs? Aujourd'hui, je le sais pas. Ensemble, hein, attention. Ah, oui, ensemble. Je veux dire, Renaissance, Mouvement démocrate, Agir, Horizon. Je ne sais pas si on aura une majorité. Je sais pas. Vous êtes inquiet? Oui, parce que je sens, et même je crains, des formes de radicalisation et de violence dans le débat public. Qui sont alimentés notamment par Jean-Luc Mélenchon? Par Jean-Luc Mélenchon d'un côté, et depuis quelques jours, ça y est, on les a vus revenir sur le terrain, également par l'extrême droite. Vous les avez peut-être un petit peu aidés avec ce qui s'est passé au Stade de France, non? Moi, j'aimerais... Alors, je suis pas sûr qu'on ait voulu les aider, mais vous avez raison de relever que quand il y a du désordre, ça nourrit plutôt les extrêmes que les partis responsables, et c'est pour ça que c'est bien que le gouvernement prenne des mesures en la matière. Mais... on vit cette situation très particulière où désormais la vie politique est coupée en 3. Et vous oubliez dont 2 des partis sont des extrêmes. Vous oubliez les abstentionnistes. Moi j'aimerais, oui, mais vous voyez, au fond c'est normal que des gens s'abstiennent si le choix qu'ils ont, c'est la majorité présidentielle et 2 extrémistes. Parce que quand on se retrouve dans cette situation-là, vous voyez, moi je suis très choqué. Au fond, je préférerais qu'on ait un débat entre cette majorité centrale, une gauche de gouvernement et une droite de gouvernement. Mais oui, mais vous les avez tués d'une certaine façon, parce que vous avez capté leurs députés. Mais pourquoi donc? Parce que vous avez on n'a pas capté leurs députés. Là, on a toujours 103 ou 104 députés LR à l'Assemblée nationale. Il y a toujours 27 ou 28 députés. Et c'est l'assurance de votre réélection aussi, Patrick Mignola. Si vous les aviez pas, c'est intéressant ce que vous dites. Ces députés, vous auriez pas... Cette radicalité, c'est l'assurance de votre réélection. J'ai entendu à plusieurs reprises ce procès fait à Emmanuel Macron et à la majorité, qui voudrait que la droite républicaine et la gauche républicaine aient disparu par notre fait. Vous savez pourquoi ils ont disparu? C'est parce que depuis 5 ans, ils pensaient que Emmanuel Macron était un accident de l'histoire et que nous, majorité parlementaire, serions une parenthèse. Eh bien, oui, mais ça veut dire que pendant ce temps-là, ils n'ont pas réfléchi. Et d'un côté, ils se sont fait totalement absorber par Jean-Luc Mélenchon. Et de l'autre, on a mais cette radicalité, ça remobilise votre électorat. Ça vous arrange aussi. Tantôt côté Le Pen, tantôt côté Macron. Vous savez que c'est le président de la République qui a théorisé cette opposition entre
les gens qui sont dans la mondialisation et puis les gens qui se sentent un peu laissés pour compte. Et qui sont représentés d'ailleurs par Mme Le Pen. Il a tiré une conséquence. Il a tiré une conséquence. Et moi, je pense que gauche républicaine et droite républicaine ferait mieux de se remettre à travailler plutôt que se faire absorber par leurs extrêmes. Alors, est-ce que vous voyez avec crainte l'arrivée à la présidence de la Commission des Finances, si jamais c'est la NUPES qui devient votre premier parti d'opposition, eh bien, la règle veut, c'est une coutume, que la Commission des Finances soit confiée, la présidence, au premier groupe d'opposition. Est-ce que ça serait une bonne chose? Moi, je n'y verrais pas d'inconvénient. Parce que j'ai toujours pensé... Ruffin, une petite objection, en fait, c'est confier à un groupe d'opposition, pas nécessairement le premier groupe d'opposition. Du coup, ça ouvre les possibles. Mais moi, je ne verrais aucun inconvénient à ce que, dans cette Assemblée, les extrêmes qui habituellement s'expriment dans la rue ou dans les médias soient plus responsabilisés, soient face aux responsabilités. Parce que c'est facile de critiquer. C'est facile d'aller agiter des grands mots et de faire campagne sous vocifération, en prétendant que sa personne est sacrée. Non mais, ça n'a pas nuit à Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Hein. Il a fait un score excellent. Mais, attendez, ça ne lui a pas nuit. Que les choses soient claires, Brigitte Boucher. Jean-Luc Mélenchon, il a perdu à la présidentielle. Oui. Il a beau prétendre qu'Emmanuel Macron n'a pas gagné, j'ai bien l'impression que Jean-Luc Mélenchon a perdu à la présidentielle. Là, il nous demande de l'élire Premier ministre alors qu'il n'est pas candidat aux élections législatives. Vous trouvez ça normal qu'il ne soit pas un candidat, d'ailleurs? Non, je trouve ça complètement fou. Et je trouve ça... Et je trouve ça même un peu dangereux. Dire au fond, mais je ne veux pas m'inquiéter de capacité de la santé intellectuelle des uns ou des autres. Mais franchement, on demande aux gens de nous élire sans être candidat. Alors que quand on a été candidat, on a perdu. C'est un peu dangereux pour la démocratie de faire croire aux gens qu'on pourrait être élu sans être candidat. Bien sûr. Et ça veut dire qu'une fois qu'on est en place, on va se maintenir sans élection non plus? Est-ce que... On est en train de rentrer dans une mécanique où tout le monde a la tête à l'envers. Donc on va se remettre la tête à l'endroit. Justement. On va aller aux élections. Édouard Philippe n'est pas allé aux élections, hein, quand même pour se souvenir. Si vous êtes réélu, parce qu'il est maire du Havre aussi. Oui, mais enfin, il ne s'est pas présenté aux élections en tant que député. Je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon soit maire de grande ville, ou alors ça m'a échappé. Mais... Est-ce que vous allez garder la présidence du groupe Modem? Est-ce que vous voulez la garder? Je le souhaite. Je souhaite rester à ces responsabilités-là. Je vous sens à votre mine inquiet sur le résultat de ces élections législatives. Effectivement, depuis l'élection présidentielle, il y a eu on a complètement changé de contexte économique, vous l'avez évoqué avec Brigitte tout à l'heure. Il y a eu l'affaire Abad. Il y a l'histoire du Stade de France avec un ministre de l'Intérieur qui est un peu dans le déni de réalité, me semble-t-il. Est-ce que tout ça, ça ne peut pas faire le lit, justement, de vos oppositions? Oui, tout à fait. Et le vrai risque dans cette campagne électorale, c'est qu'au fond, sur la base d'une forme de désintérêt, parce qu'au lendemain d'une présidentielle, on s'intéresse peut-être un peu moins aux élections législatives, et puis qu'ensuite, des éléments d'actualité qui sont importants, mais qui ne sont pas en train de traiter les 5 années à venir pour le pays, effectivement, il puisse y avoir une forme d'accident électoral. Moi, je crains une forme d'accident électoral qui conduise, au fond, ce n'est pas pour la majorité présidentielle, qui conduise le pays à une forme d'instabilité. Et donc, moi, je pense qu'il faut redire ce qu'est l'enjeu. Le président de la République, il n'a pas seulement été réélu, il a fixé une grande ambition pour le pays. Laquelle? L'ambition, c'est d'avoir un New Deal économique et social, un nouveau pacte civil et social, que je décrivais tout à l'heure, où parce que nous vivrons dans une société du plein emploi et de l'inflation, on doit adapter toutes les relations économiques et sociales, tous les grands enjeux écologiques de demain, à une configuration qui est complètement nouvelle. Et donc, il faut redonner de l'optimisme aux Français. Parce que s'ils sont inquiets, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a des changements fondamentaux qui sont en train de travailler en profondeur la société et qu'on n'y répond pas. Les Gilets jaunes pourraient revenir alors. Mais oui, 30 secondes. Si nous ne parvenons pas à faire une chose, c'est tuer l'idée de résignation et de déclin dans le pays. Il faut qu'on tue cette idée de résignation et de déclin et que nous soyons la majorité de la stabilité et de l'optimisme. Dernière question, Yves. Rassurez-moi, est-ce que François Bayrou et Emmanuel Macron s'entendent toujours bien? On a cru voir M. Bayrou un peu déçu de la composition du gouvernement. Ah bah oui, vous n'êtes pas très bien représenté, il est vrai. Peut-être, disons, on a évité la surreprésentation excessive. Mais les choses peuvent s'arranger. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous pensez que ça va s'arranger après les législatives? Il y aura un remaniement? Moi, je le souhaite, parce qu'il y a des personnes qui sont talentueuses. Je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas concerné par le sujet, parce que, ayant fait un infarctus il y a 3 mois, je ne vais pas me jeter et faire la queue pour un ticket d'entrée au gouvernement. Mais il y a des gens talentueux au sein du mouvement démocrate. Je l'ai dit tout à l'heure, nos députés
qui bossent sur le terrain et les nouveaux candidats démocrates sous l'étiquette de la majorité présidentielle sont des personnes qui surtout ressentent le pays, ressentent la chair du pays. Donc vous espérez que de nouveau rentre au gouvernement après législative. Merci Yves Tréhard, merci Patrick Mignola d'avoir accepté notre invitation dans l'audition publique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Pas d'audition publique la semaine prochaine à cause de la Pentecôte, mais vous retrouverez Elisabeth Martichaud au lendemain du premier tour des élections législatives. Très bonne soirée sur LCP et Public Sénat.